Serre-toi de ta main, m'a dit froidement ma femme, hier soir, sans aucune intimité. Elle pensait que je souffrirais en silence, mais, au petit déjeuner, j'ai dit, plus d'argent. Gagne-le toi-même. Son sourire s'est figé instantanément. Je m'appelle Sébastien. J'ai 37 ans, et, au cours des 10 dernières années, j'ai été le seul soutien financier dans mon mariage avec Lorena. Elle a 34 ans. Et, lorsque nous nous sommes rencontrés à l'université, elle était une femme brillante, ambitieuse, et pleine de rêves. Elle étudiait l'architecture d'intérieur, et parlait constamment d'ouvrir sa propre entreprise. Je suis tombé amoureux de cette version d'elle, de celle qui avait le feu aux yeux, lorsqu'elle décrivait ses projets. Les premières années ont été bonnes. Je travaillais comme ingénieur, dans une entreprise de construction. Je gagnais bien ma vie, mais pas de façon extraordinaire. Lena obtenait des emplois sporadiques, décorant de petites maisons, ou de modestes espaces commerciaux. Nous partagions les dépenses, nous partagions nos rêves. Mais, il y a 5 ans, tout a changé lorsque j'ai obtenu une promotion majeure. Je suis devenu chef de projet, avec un salaire qui a triplé par rapport à ce que je gagnais avant. Soudainement, nous pouvions nous permettre des choses, qui étaient impossibles auparavant. Lorena a cessé de chercher du travail. Au début, elle s'est justifiée en disant qu'elle voulait se concentrer sur le développement de son portfolio, pour se préparer à lancer son entreprise. Je lui ai apporté tout mon soutien. J'ai payé pour des cours spécialisés, pour des logiciels professionnels, et pour des voyages à des salons de design. J'ai besoin d'investir dans ma formation, me disait-elle. Et j'opinais du chef, car je croyais en elle. Une année a passé, puis 2. Le portfolio ne s'est jamais concrétisé. L'entreprise n'a jamais été lancée. Au lieu de cela, Lorena a commencé à fréquenter des salles de sport exclusives, des spas, et des salons de beauté hors de prix. Sa garde-robe s'est remplie de vêtements, issus de marques que je pouvais à peine prononcer. J'ai besoin d'avoir l'air professionnel, pour le moment où je lancerai mon entreprise, expliquait-elle. Et j'ai continué à y croire. Au bout de 3 ans, j'ai remarqué que ses fréquentations avaient changé. Ce n'étaient plus les filles de l'université, qui travaillaient dans des bureaux, ou enseignaient dans des écoles. Maintenant, c'étaient des épouses d'hommes d'affaires, des femmes qui se retrouvaient pour des déjeuners de 4 heures, dans des restaurants où un seul plat coûtait ce que je gagnais en une journée, au début de ma carrière. Lena s'intégrait parfaitement dans ce groupe. Moi, apparemment, je ne m'intégrais plus dans sa vie. L'intimité a commencé à se détériorer, il y a 2 ans. Au début, c'était des excuses subtiles. Je suis fatigué. Demain, mon amour. Je n'en ai pas envie. J'ai essayé d'être compréhensif, d'être patient, mais les excuses sont devenues plus fréquentes, jusqu'à ce que, pratiquement, tout contact physique entre nous disparaisse. Quand j'essayais d'en parler, Lena se mettait sur la défensive, ou changeait de sujet. Il y a 6 mois, les choses ont empiré. Lena a commencé à rentrer tard, sans donner d'explication claire. J'étais avec les filles, disait-elle vaguement. J'ai remarqué qu'elle vérifiait constamment son téléphone, et qu'elle le gardait face cachée lorsque nous étions ensemble. Quand je lui posais des questions sur sa journée, ses réponses étaient des monosyllabes, ou des commentaires superficiels sur le shopping, et les soins de beauté. Ce qui m'a vraiment brisé, ce n'est pas le manque d'intimité. C'était l'humiliation. Il y a 3 semaines, après avoir essayé de me rapprocher d'elle dans le lit, Lena m'a regardé avec une expression, que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas exactement du dégoût. C'était quelque chose de pire. Une indifférence totale. Comme si j'étais un vieux meuble, qui n'était plus d'aucune utilité. Serre-toi de ta main, m'a-t-elle dit avec un rire méprisant. Je n'ai pas envie de m'occuper de toi ce soir. J'étais paralysé. En 10 ans de mariage, elle ne m'avait jamais parlé comme ça. Elle ne m'avait jamais réduit à cela. Je suis sorti du lit sans un mot, et je suis allé dormir dans la chambre d'amis. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai fixé le plafond, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer, en me demandant à quel moment précis, j'étais devenu si remplaçable, pour la femme que j'aimais. Les jours suivants ont été un tourbillon silencieux. Lena a agi comme si de rien n'était. Elle a continué sa routine de sport, de spa, et de déjeuner avec ses amis. Je payais pour tout, chaque transaction sur les cartes de crédit qui étaient à mon nom, mais qu'elle utilisait librement. J'ai vu les frais s'accumuler. 500 € dans un restaurant,
800 € dans un salon de beauté, 10 000 € en vêtements. J'ai commencé à enquêter. J'ai discrètement vérifié ses réseaux sociaux, une chose que je n'avais jamais faite auparavant, car j'avais confiance en elle. Ce que j'ai trouvé m'a anéanti. Des photos dans des endroits exclusifs, que je ne connaissais pas. Des sourires radieux, à côté de personnes dont elle ne m'avait jamais parlé. Et, sur plusieurs photos, un schéma que je ne pouvais pas ignorer. Un homme grand et bien habillé, qui apparaissait bien trop souvent. Dans les commentaires, ses amis laissaient des émojis suggestifs. Magnifique couple, a écrit l'une d'elles. Lena a répondu avec un cœur. J'ai engagé un détective privé. J'avais besoin de connaître la vérité, aussi douloureuse qu'elle puisse être. Cela m'a coûté 2 000 €, que j'ai payé en espèces, pour qu'il n'y ait aucune trace sur les comptes que nous partagions. Le détective a travaillé pendant une semaine. Ce qu'il m'a remis, a confirmé mes pires soupçons. Lena avait un amant. Il s'appelait Ricardo. Il avait 42 ans. Il possédait une chaîne de restaurants. Selon le rapport, ils se rencontraient 2 ou 3 fois par semaine, dans un hôtel de luxe du centre-ville. Les photos montraient tout. Ils arrivaient séparément. Ils montaient dans la même chambre. Ils repartaient des heures plus tard. Sur une photo particulièrement douloureuse, Lorena l'embrassait dans le parking de l'hôtel, avec une passion qu'elle ne m'avait pas montrée depuis des années. Mais, il y avait autre chose dans le rapport, qui m'a surpris. Ricardo était marié, il avait une femme et des enfants, et, selon le détective, Lorena n'était pas sa seule liaison. L'homme avait au moins 2 autres femmes, qu'il voyait régulièrement. Ma femme n'était pas spéciale pour lui. Elle n'était qu'une femme de plus, dans sa collection. La nuit où j'ai reçu le rapport, c'était la nuit dernière. Je suis rentré à la maison, déterminé à la confronter, pour en finir une bonne fois pour toutes. Mais, quand je suis arrivé, Lorena était au lit, regardant son téléphone, souriant avec cette expression que je reconnaissais maintenant, celle qu'elle réservait pour lui. J'ai essayé de me contrôler. Je me suis approché, cherchant peut-être un signe de la femme que j'avais aimée. Et puis, c'est arrivé. « Serre-toi de ta main », m'a-t-elle dit avec ce rire cruel, comme si je n'étais rien. Comme si 10 ans de mariage, de soutien financier, et de croyance en ses rêves qu'elle n'a jamais poursuivis, ne signifiaient absolument rien. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, pas la trahison, car je le savais déjà. C'était l'humiliation absolue, le mépris dans sa voix, la façon dont elle me traitait, comme si j'étais un désagrément mineur, dans sa vie parfaitement orchestrée. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi dans la chambre d'amis. Je suis resté éveillé dans mon bureau, regardant mon ordinateur, accédant aux comptes bancaires, aux cartes de crédit, à tout ce qui était à mon nom. Lorena était une utilisatrice autorisée sur tout, mais j'étais le titulaire du compte. C'était moi qui payais chaque facture, chaque luxe, chaque caprice. Et, à ce moment-là, en regardant les chiffres sur l'écran, les milliers et les milliers d'euros que j'avais dépensés pour maintenir son style de vie, pendant qu'elle me trahissait, j'ai pris une décision. Il n'y aurait pas de cris, pas de drame, juste des conséquences. À 6 heures du matin, j'ai commencé. Je me suis connecté au système bancaire, et j'ai retiré Lena de tous les comptes, en tant qu'utilisatrice autorisée. J'ai annulé toutes les cartes de crédit, où son nom apparaissait. J'ai changé les mots de passe de tout. Il m'a fallu exactement 45 minutes, pour démanteler l'empire financier que j'avais construit pour elle. Quand je suis descendu pour le petit déjeuner, à 7h30, Lena était dans la cuisine sur son téléphone, probablement en train d'envoyer des messages de bonjour à Ricardo. Elle portait un peignoir en soie, que je lui avais acheté il y a 3 mois, quand je croyais encore qu'il y avait de l'espoir pour nous. Elle avait l'air détendue, confiante, inconsciente de ce qui s'en venait. J'ai préparé du café en silence. Elle n'a même pas levé les yeux. J'ai posé ma tasse sur la table, avec plus de force que nécessaire. Le bruit lui a fait lever les yeux, agacé par l'interruption. Plus d'argent. Gagne-le toi-même, ai-je dit avec un calme, que je ne me connaissais pas. Son sourire s'est figé. Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as très bien entendu. À partir de maintenant, si tu veux de l'argent, tu le gagnes. Tu n'as plus accès à mes comptes, ni à mes cartes. Lena a ri. Mais c'était un rire nerveux. Sébastien, qu'est-ce que tu racontes? C'est une sorte de blague. Ce n'est pas une blague. Ce matin, je t'ai retiré de tout.
Les comptes bancaires, les cartes de crédit, tout. Tu n'as plus accès à rien de ce qui est à moi. Je l'ai vu pâlir. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ta femme. Si, je le peux. Et je l'ai fait. Tout est à mon nom, Léna. Ça l'a toujours été. Tu n'étais qu'une utilisatrice autorisée, et tu ne le es plus. Elle s'est levée brusquement de la table. C'est ridicule. Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Parce que la nuit dernière, tu m'as dit de me servir de ma main. Parce que tu m'humilies depuis des mois. Parce que je ne suis plus ta banque personnelle. Tu exagères. C'était une blague. Ce n'était pas une blague, Lorena. Et nous le savons tous les deux. J'ai vu son expression passer, de l'incrédulité à la panique. Elle a couru vers son sac à main, a sorti son portefeuille, a trouvé ses cartes, a pris son téléphone, et a essayé de vérifier les comptes, mais tout était bloqué. Tout nécessitait des mots de passe, qu'elle n'avait plus. Sébastien, s'il te plaît. Sa voix a commencé à se briser. Tu ne peux pas me laisser sans rien. Comment je vais payer pour mes affaires? Trouve un travail, comme le font les gens normaux. Mais je n'ai aucune expérience récente. Qui va m'embaucher? Tu aurais dû y penser, avant de devenir une parasite professionnelle. Le mot l'a frappé comme une gifle. Parasite. Tu me traites de parasite. Comment appellerais-tu d'autre, quelqu'un qui ne travaille pas, qui dépense des milliers d'euros par mois en luxe, et qui vit complètement de l'argent de son partenaire? Je suis ta femme. Tu es censé prendre soin de moi, et tu es censé me respecter. Et pourtant, nous en sommes là. Lorena s'est effondrée sur la chaise, les mains tremblantes, alors qu'elle tenait les cartes devenues inutiles. Sébastien, si c'est pour hier soir, je suis désolé. J'étais de mauvaise humeur. Je ne le pensais pas. Il ne s'agit pas seulement d'hier soir. Il s'agit de tout. Des années où tu t'es transformé en quelqu'un, que je ne reconnais plus. Des mensonges. Du mépris. Des mensonges. De quel mensonge parles-tu? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ricardo. Son visage est devenu blanc comme un linge. Le nom est resté suspendu en l'air, comme une bombe qui venait d'exploser. J'ai observé Léna, alors qu'elle essayait de digérer ce que je venais de dire. J'ai vu comment son cerveau fonctionnait à toute vitesse, cherchant une explication, un mensonge crédible, n'importe quoi qui pourrait la sauver. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-elle finalement dit, mais sa voix manquait de conviction. Je suis monté à mon bureau, et je suis redescendu avec le dossier, que le détective privé m'avait remis. Je l'ai lâché sur la table, devant elle. Les photos se sont répandues, des images aux couleurs vives de sa trahison. Léna entrant dans l'hôtel. Léna embrassant Ricardo. Léna repartant des heures plus tard, avec les cheveux en bataille, et un sourire satisfait. Tu ne sais toujours pas de quoi je parle? Léna a ramassé les photos, avec des mains tremblantes. Elle les a regardées une par une, et, à chaque image, j'ai vu son expression s'effondrer davantage. Quand elle est arrivée à la photo du baiser, elle a commencé à pleurer. Sébastien, je peux tout expliquer. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Les photos disent tout. Tu le vois depuis au moins 6 mois. 2 ou 3 fois par semaine. Hôtel Marvia, chambre 312. Tu arrives toujours en premier. Il arrive 15 minutes plus tard. Vous restez entre 2 et 4 heures. Tu faisais des enquêtes sur moi, a-t-elle dit d'une voix brisée. Quand ta femme commence à te traiter comme un déchet, et rentre constamment tard à la maison, oui, tu enquêtes. Il s'avère que j'ai eu raison d'être méfiant. Sébastien, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que je pense. Léna, tu couches avec un autre homme. Quelle partie de cela, est-ce que je comprends de travers? Elle a essuyé ses larmes avec colère. Tu m'as poussé à cela. Toi et ton travail, toujours en train de travailler. Tu n'as jamais de temps pour moi. Je me sentais seul. Je l'ai regardé, avec incrédulité. Tu me blâmes. Je travaille pour payer ton style de vie. Les déjeuners à 400 €, les soins du visage à 600, les vêtements qui coûtent plus cher que ma première voiture. Je paie pour tout ça, pendant que tu te sens seul. Tout ne tourne pas autour de l'argent. Sébastien, j'avais besoin d'attention.
J'avais besoin de me sentir désiré. Et tu as trouvé cette attention, chez un homme marié, qui a au moins 2 autres maîtresses en plus de toi. Cela l'a stoppé net. Quoi? J'ai sorti une autre section du rapport du détective. Ricardo Mendoza, 42 ans, marié à Silvia Mendoza depuis 18 ans, 3 enfants, et, selon mon détective, tu n'es pas sa seule liaison. Il y a une femme nommée Patricia, qu'il voit les mardis et jeudis, et une autre nommée Daniela, le week-end. Toi, tu es celle du lundi, du mercredi et du vendredi. Il a un planning rotatif. J'ai vu l'information la frapper de plein fouet. Ce n'est pas possible. C'est vrai. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'aucune d'entre vous ne connaît l'existence des autres. Ricardo est très prudent. Il utilise le même hôtel pour vous toutes, mais à des jours différents. Il vous raconte probablement à toutes, les mêmes mensonges sur le fait de quitter sa femme. Lena a mis ses mains sur son visage. Non, non, non. Il t'a dit qu'il allait quitter sa femme pour toi. Que tu étais spécial. Qu'il n'avait jamais ressenti ça pour personne d'autre. Le silence a tout confirmé. Tu n'es qu'une femme de plus dans sa collection, Lena. Et le pire, c'est que tu l'as fait avec mon argent. Les hôtels où vous vous retrouviez, comment payais-tu ta part? Avec les cartes que je t'ai données? Les nouveaux vêtements que tu as achetés pour l'impressionner. Qui les a payés? Je finançais ton infidélité, sans le savoir. Sébastien, je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai fait une erreur. Ce n'était pas une erreur. Une erreur, c'est quelque chose qui arrive une fois. Ça, c'était une décision que tu as prise, encore et encore, pendant 6 mois. Chaque fois que tu es entré dans cet hôtel, tu as choisi de me trahir. Lena s'est agenouillée à côté de ma chaise, en me prenant les mains. S'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Je vais rompre avec Ricardo tout de suite. Je ne le reverrai plus jamais. Je le jure. J'ai retiré mes mains. Je ne veux pas que tu rompes avec Ricardo pour moi. Je me fiche complètement de ce que tu fais avec lui, maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Que c'est terminé. Notre mariage est terminé. Non, tu ne peux pas juste décider ça. Nous avons 10 ans de vie commune. 10 ans qui, de toute évidence, ne signifient rien pour toi. Mon téléphone a sonné. C'était un message de mon avocat, confirmant le rendez-vous que j'avais fixé hier. Je dois y aller, ai-je dit en me levant. Où vas-tu? Au travail. Certains d'entre nous font encore ça. Sébastien, attends. Nous ne pouvons pas laisser les choses comme ça. Nous devons parler. Nous avons déjà parlé, et j'ai pris ma décision. J'ai quitté la maison, la laissant agenouillée sur le sol de la cuisine, entourée par les photos de sa trahison. Dans la voiture, mes mains tremblaient tellement, que j'ai dû attendre 5 minutes avant de pouvoir conduire. 10 ans de ma vie, 10 ans à aimer quelqu'un, qui, apparemment, ne m'avait jamais valorisé. Au bureau, j'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais c'était impossible. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ses photos. Je revoyais son regard de mépris, la nuit dernière. J'entendais son rire cruel, me disant de me servir de ma main. Mon assistante, Carolina, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Monsieur Sébastien, est-ce que tout va bien? Vous avez l'air pâle. Je vais bien, Carolina. Juste une mauvaise nuit. Si vous avez besoin de partir plus tôt, je peux couvrir vos réunions. Merci, mais non, je préfère rester occupé. À 11 heures du matin, mon téléphone a commencé à sonner sans cesse. Lena. J'ai rejeté le premier appel, puis le deuxième, et le troisième. Finalement, j'ai éteint le téléphone. Je n'avais plus rien à lui dire. À 14 heures, je suis allé à mon rendez-vous avec l'avocat. Rodrigo Selenus était un spécialiste du divorce, qu'un collègue m'avait recommandé. Son bureau se trouvait au 20e étage d'un immeuble, dans le quartier des affaires. Sébastien, asseyez-vous, a dit Rodrigo après m'avoir serré la main. Dites-moi ce qui se passe. J'ai tout expliqué. La détérioration progressive du mariage, l'infidélité, l'humiliation, et les finances. Rodrigo a pris des notes méticuleuses. Avez-vous des enfants? A-t-il demandé. Non, aucun ensemble. La maison est à mon nom.
Je l'ai achetée avant notre mariage. Nous n'avons pas de compte commun. Tout est à mon nom. Elle était juste une utilisatrice autorisée sur mes cartes. Est-ce qu'elle travaille? Elle n'a pas travaillé depuis 5 ans. Rodrigo a sifflé. Cela pourrait compliquer les choses. Selon le juge, elle pourrait faire valoir qu'elle s'est habituée à un certain style de vie pendant le mariage, et demander une pension alimentaire. Une pension alimentaire, après m'avoir trompé pendant 6 mois. L'infidélité affecte le dossier, mais elle ne l'élimine pas automatiquement. Certains juges accordent encore une pension alimentaire, malgré l'infidélité, s'il y a une disparité économique significative. J'ai senti la rage monter en moi, à nouveau. Vous êtes en train de me dire que je pourrais finir par la payer après tout ça? C'est possible, mais c'est là que les photos que vous avez nous aident. Si nous pouvons prouver que l'infidélité était délibérée et prolongée, et qu'elle a également dépensé votre argent pour cette infidélité, nous pouvons faire valoir qu'elle ne mérite aucune compensation. J'ai besoin de copies de tout. Les photos, les rapports du détective, les relevés de cartes de crédit montrant ses dépenses. J'ai tout ça. Bien. J'ai aussi besoin que vous documentiez, à partir de maintenant, toute communication que vous avez avec elle. Les messages textes, les courriels, les enregistrements si possible. Tout peut être utile. Combien de temps prendra la procédure? Cela dépend. Si elle coopère, nous pourrions avoir un divorce express en 6 mois. Si elle se bat, cela pourrait prendre jusqu'à 2 ans. 2 ans, ai-je répété amèrement. C'est le système, mais je vais travailler pour que ce soit aussi rapide, et aussi propre que possible. Encore une chose, Sébastien. Ne faites rien d'impulsif. Ne la mettez pas à la porte de la maison, sans une ordonnance du tribunal. Ne coupez pas les services de base. Comme l'électricité ou l'eau. Gardez tout en marche, jusqu'à ce que nous ayons les papiers en règle. Sinon, elle peut l'utiliser contre vous. J'ai déjà coupé son accès aux comptes et aux cartes. Rodrigo a froncé les sourcils. Quand? Ce matin. Cela peut être considéré comme de la violence financière. J'ai besoin que vous restauriez son accès à un compte, avec un montant mensuel raisonnable. 500 €, 1000, assez pour les besoins de base, mais pas pour son style de vie précédent. Je dois continuer à la soutenir, jusqu'à ce que nous ayons une ordonnance du tribunal. Techniquement, oui, mais nous pouvons limiter le montant. C'est temporaire, je vous le promets. J'ai quitté le bureau de l'avocat, en me sentant pire que lorsque j'y étais entré. Non seulement ma femme m'avait trahi, mais le système semblait conçu pour la protéger. Mais Rodrigo avait raison. Je devais jouer cette carte intelligemment. Quand je suis rentré à la maison, ce soir-là, la maison était inhabituellement silencieuse. Les lumières du salon étaient allumées, mais il n'y avait aucun signe de Lorena. Je suis monté à l'étage, et je l'ai trouvée dans notre chambre, allongée sur le lit, fixant le plafond. Ses yeux étaient rouges et gonflés, à force d'avoir pleuré. Nous devons parler, ai-je dit depuis l'embrasure de la porte. Elle s'est assise rapidement. Seb, Dieu merci, je pensais que tu ne reviendrais pas, je vis ici. Je sais. Je suis désolé. C'est juste qu'après ce matin, j'ai pensé que peut-être. Mon avocat m'a conseillé de te donner accès à un compte, avec 1000 € par mois, pour tes besoins de base. Son expression s'est durcie. Ton avocat? Tu es déjà allé voir un avocat? Oui. Et demain, tu recevras la demande de divorce. Tu n'es pas sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie. Léna s'est levée du lit. Sébastien, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait une erreur, une terrible erreur, mais nous pouvons surmonter cela. Beaucoup de couples surmontent l'infidélité. Je ne veux pas la surmonter. Je veux en finir, juste comme ça. 10 ans ne signifient rien pour toi. Apparemment, il signifiait moins pour toi, quand tu as décidé de coucher avec Ricardo. C'était stupide. J'étais perdu. Je me sentais invisible. Et maintenant, tu te sens très visible. Juste maintenant que tu n'as plus accès à l'argent. Il ne s'agit pas d'argent. Tout tourne autour de l'argent. Léna, sais-tu combien tu as dépensé le mois dernier? 13 000 € en un mois. Sais-tu combien de ces choses étaient inutiles? Peut-être 1000. Le reste, c'était des luxes, des restaurants chers,
des vêtements de créateur, des soins au spa. J'avais besoin de ces choses. Non, tu les voulais. Il y a une différence. Et j'ai été assez stupide pour te les offrir toutes, en pensant que cela te rendrait heureuse, que cela me rendrait digne de ton amour. Mais rien de ce que je faisais n'était suffisant, n'est-ce pas? Elle n'a pas répondu. Le détective m'a donné des informations supplémentaires, ai-je continué. Ricardo est marié, et il a 2 autres maîtresses en plus de toi. Est-ce qu'il t'a jamais mentionné ça? Son silence l'a confirmé. Il t'a dit qu'il allait quitter sa femme. Il a dit que c'était compliqué. Bien sûr qu'il l'a dit. C'est ce que les hommes mariés disent toujours. Et tu l'as cru, parce que tu voulais le croire, parce que l'attention d'un homme riche et prospère te faisait te sentir spécial. Ce n'était pas comme ça. Alors, comment c'était? Éclaire-moi. Comment justifies-tu 6 mois de mensonges? Léna s'est assise sur le bord du lit, vaincue. Je l'ai rencontré à la salle de sport, il y a 8 mois. Au début, nous avons juste discuté. Il était charmant, drôle. Il me faisait me sentir belle. Tu ne me regardais plus comme ça. Je travaillais 12 heures par jour, pour payer cette salle de sport où tu l'as rencontré. Je sais. Je sais. Et je me déteste pour ça. Mais, quand il m'a invité à prendre un café, j'ai dit oui. Ensuite, c'était un dîner. Et puis, eh bien, tu sais. Tu savais qu'il était marié, depuis le début. Elle a hésité. Oui. Et tu t'en fichais. Il m'a dit que son mariage était terminé, qu'il ne restait que pour ses enfants. La plus vieille excuse du monde, et tu as mordu à l'hameçon. Je ne suis pas parfaite, Sébastien. J'ai fait des erreurs. Ce ne sont pas des erreurs, Léna. Ce sont des choix. Tu as choisi de me trahir, encore, et encore, et encore. Et la seule chose que je regrette, c'est d'avoir été si aveugle, pour ne pas l'avoir vu plus tôt. Je me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? A-t-elle demandé, paniquée. Dans la chambre d'amis. À partir de maintenant, nous dormons dans des chambres séparées. S'il te plaît, ne fais pas ça. C'est déjà fait. Cette nuit-là, allongé dans le lit de la chambre d'amis, j'ai vérifié mon téléphone. J'avais 32 appels en absence de Léna, et 17 messages. Je les ai tous lus. Ils alternaient entre des supplications désespérées, et des promesses de changement vides de sens. Aucun d'entre eux ne mentionnait de regret, pour m'avoir fait du mal. Ils se concentraient tous, sur ce qu'elle allait perdre. Et c'est là que j'ai tout compris. Léna ne regrettait pas l'infidélité. Elle regrettait les conséquences. Les jours suivants ont été un enfer silencieux. Léna essayait constamment d'entamer des conversations. Elle cherchait n'importe quelle excuse, pour être dans la même pièce que moi. J'ai gardé mes distances, j'ai répondu par des monosyllabes, en me concentrant sur mon travail, et sur la préparation du dossier de divorce avec Rodrigo. Le jeudi matin, exactement 5 jours après l'avoir confronté, le coursier est arrivé à la maison avec les papiers du divorce. J'étais parti tôt pour le travail, donc Lorena les a reçus seule. Elle m'a appelé immédiatement. Sa voix était un hurlement hystérique. Comment as-tu pu me faire ça? Ce sont de vrais papiers de divorce. Je t'avais dit que j'allais le faire. Je pensais que tu exagérais. Je pensais que tu allais te calmer. Je n'exagère pas, et je ne vais pas me calmer. Signe les papiers, Léna. Je ne signe rien. Je ne vais pas te laisser détruire notre mariage. Tu l'as déjà détruit. Je ne fais que formaliser la fin. J'ai raccroché. 30 secondes plus tard, elle a rappelé. Je n'ai pas répondu. Elle a continué à appeler pendant les 2 heures suivantes, jusqu'à ce que, finalement, je bloque son numéro. Quand je suis rentré ce soir-là, Léna m'attendait dans le salon. Les papiers du divorce étaient éparpillés sur la table basse. Elle avait un verre de vin à la main, et ses yeux étaient rouges et gonflés. J'ai tout lu, a-t-elle dit quand je suis entré. Tu demandes un divorce pour faute. Tu utilises les photos comme preuve. Tu demandes à ce que je paie mes propres frais de justice. C'est exact. Sébastien, ça va me ruiner. Si ces papiers deviennent publics, toute la ville saura ce que j'ai fait. Tu aurais dû y penser avant. S'il te plaît. Elle s'est levée du canapé, en s'approchant de moi.
Ne fais pas ça. Ne me fais pas ça. Nous pouvons suivre une thérapie de couple. Nous pouvons réparer ça. Il n'y a rien à réparer. C'est terminé. Et mes amis, ma famille. Qu'est-ce que je vais leur dire? Dis-leur la vérité, que tu m'as trompé pendant 6 mois, avec un homme marié, qui s'est avéré avoir d'autres maîtresses. Ou invente un mensonge. Tu sembles doué pour ça. Son expression est passée de la supplication à la colère. Tu as toujours été si condescendant, agissant toujours comme si tu étais meilleur que moi. Je ne pense pas être meilleur que quiconque, mais je sais que je ne mérite pas ce que tu m'as fait. Et me couper les vivres financièrement, ce n'est pas cruel? Me laisser sans rien. Tu as 1000 € par mois. C'est plus que ce que beaucoup de gens gagnent, en travaillant à temps plein, et ce n'est que temporaire, jusqu'à ce que tu trouves un travail. Personne ne va m'embaucher. Je n'ai pas travaillé depuis 5 ans. Alors, peut-être aurais-tu dû garder ta carrière active, au lieu de devenir une parasite professionnelle. Le mot l'a frappé comme une gifle. Exactement comme la première fois. Je ne suis pas une parasite. Alors, qu'es-tu? Tu ne travailles pas. Tu dépenses de l'argent que tu ne gagnes pas. Tu vis dans une maison, que tu n'as pas payée. Tu conduis une voiture, qui est à mon nom. Comment appellerais-tu ça? Je suis ta femme. Tu as été ma femme. Maintenant, tu es juste quelqu'un, avec qui je partage un toit temporairement, jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Lorena a laissé tomber son verre de vin. Il s'est fracassé sur le parquet, tachant le tapis hors de prix, qu'elle avait elle-même choisi il y a 2 ans. Elle n'a fait aucun geste pour nettoyer, elle a juste fixé le désordre, comme si c'était une métaphore de sa vie. Tout était parfait, a-t-elle murmuré. Nous avions tout. Pourquoi ne pouvais-tu pas simplement laisser couler? Je l'ai regardé, stupéfait. Pourquoi je n'ai pas pu laisser couler, le fait que tu me trompes? Est-ce que tu t'écoutes parler? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, que voulais-tu dire? Beaucoup de mariages ont des arrangements. Les hommes ont leurs affaires, les femmes ont les leurs, et tout le monde fait comme si de rien n'était. Ça marche pour beaucoup de gens. Es-tu en train de me dire que tu voulais un mariage libre? Pas exactement. Juste plus de flexibilité. De la flexibilité, pour coucher avec qui tu veux, pendant que je paie les factures. Ne fais pas sonner ça de façon si sale. C'est exactement aussi sale que ça en a l'air, Léna. Tu voulais tous les avantages du mariage, mon argent, mon nom, ma stabilité, sans aucune des responsabilités. Tu voulais pouvoir me tromper librement, et que je l'accepte tout simplement. D'autres hommes le font. Eh bien, je ne suis pas les autres hommes, et, clairement, tu n'es pas la femme que je pensais que tu étais. Je me suis dirigé vers les escaliers. Derrière moi, j'ai entendu Lorena se remettre à pleurer, mais cette fois, ses larmes m'ont laissé complètement froid. Je ne ressentais plus l'envie de la réconforter, de réparer les choses. Je ressentais juste un vide, là où mon amour pour elle avait été autrefois. Le vendredi soir, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Sébastien. La voix était féminine. Inconnu. Oui. Qui est-ce? Je m'appelle Sylvia Mendoza. Je pense que nous devons parler de nos conjoints respectifs. Mon cœur a raté un battement. Sylvia Mendoza, la femme de Ricardo. Comment avez-vous eu mon numéro? J'ai mes ressources. Et avant que vous ne posiez la question, oui, je sais pour votre femme et mon mari. Je sais aussi pour Patricia et Daniela. Je sais tout. Depuis combien de temps le savez-vous? Depuis environ 1 an. J'ai engagé un détective privé, quand j'ai commencé à remarquer des incohérences dans son emploi du temps. Il s'avère que mon mari est plus occupé que je ne le pensais. Et pourquoi m'appelez-vous maintenant? Parce que je viens d'apprendre que vous demandez le divorce, et je pense que nous pourrions nous entraider. Comment? Mon avocat dit que, si je peux prouver une infidélité multiple et systématique, je peux demander un partage des biens beaucoup plus favorable. Les photos que votre détective a prises me seraient très utiles. En retour, je peux vous fournir des informations qui rendront votre dossier contre Léna encore plus solide. Quel genre d'informations? Des journaux d'appel, des messages textes que j'ai récupérés sur le téléphone de Ricardo,
et même des enregistrements de certaines conversations. J'ai la preuve que votre femme savait que Ricardo était marié, dès le premier jour. J'ai des messages où elle se moque de moi. Où elle dit que je suis une femme ennuyeuse, qui ne sait pas comment satisfaire son mari. J'ai ressenti une nouvelle vague de rage. Elle s'est moquée de vous. Oh, oui. Apparemment, je suis la blague entre Ricardo et ses maîtresses, la femme stupide qui ne remarque rien. Mais vous avez remarqué. Depuis un bon moment déjà. J'attendais juste le bon moment. Et ce moment, c'est maintenant. Ricardo vient d'investir une somme importante, dans l'expansion de ses restaurants. Si je demande le divorce maintenant, avant que ces investissements n'arrivent à maturité, je peux réclamer la moitié de tout, y compris la dette. C'est brillant. C'est la justice. Alors, qu'en dites-vous? Partageons-nous nos informations? Envoyez-moi tout ce que vous avez. Parfait. Et Sébastien, encore une chose. Quand cela va exploser, et croyez-moi, ça va exploser, Lena va essayer de revenir vers vous. Elle va dire que Ricardo l'a manipulée, qu'elle était la victime. N'en croyez pas un mot. Je n'ai aucune intention de la croire. Bien, parce que les femmes comme elle, comme Patricia et Daniela, ne ressentent pas de véritable remords. Elles regrettent juste de s'être fait prendre. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon bureau, en assimilant la conversation. Sylvia Mendoza n'était pas la victime naïve, que Ricardo avait probablement dépeinte à Lorena. C'était une femme intelligente, qui planifiait son coup depuis un an. Et maintenant, ce coup allait détruire Ricardo, et, par extension, rendre le dossier contre Lena encore plus fort. Le samedi matin, Sylvia m'a envoyé un fichier compressé, avec toutes les preuves qu'elle avait rassemblées. J'ai passé des heures à l'examiner. Des messages textes, où Lena et Ricardo planifiaient leur rencontre, des photos qu'elle lui avait envoyées, certaines inappropriées, et le pire, des conversations où Lena parlait de moi avec mépris. Sébastien est tellement prévisible, avait-elle écrit dans un message. Il travaille comme une mule, et ne se doute jamais de rien. C'est le mari parfait, ennuyeux, et fiable. Dans un autre, parfois, je me demande s'il remarquerait, si je partais pendant une semaine entière. Il remarquerait probablement juste, que ses chemises ne sont pas repassées. Et celui qui a fait le plus mal, ce qui est bien, quand on est marié à quelqu'un comme Sébastien, c'est que je peux avoir le meilleur des deux mondes. La stabilité financière avec lui, et la passion avec toi. J'ai tout transféré à Rodrigo. Sa réponse a été immédiate. C'est de l'or. Avec ces preuves, il n'y a aucune chance qu'elle obtienne une pension alimentaire. En fait, nous pourrions faire valoir, qu'elle devrait vous indemniser pour le préjudice moral. Le lundi matin, Rodrigo a convoqué Lena et son avocat, pour une réunion. Elle avait engagé Mauricio Tave, un avocat connu pour défendre agressivement les épouses, dans les divorces à forts enjeux. Quand ils sont arrivés au bureau de Rodrigo, Lorena portait une robe conservatrice et peu de maquillage, essayant d'avoir l'air vulnérable. Merci d'être venu, a commencé Rodrigo. Nous avons quelques points à discuter, avant de poursuivre le divorce. Mauricio s'est penché en avant. Ma cliente est disposée à envisager une réconciliation, si Monsieur Sébastien retire les papiers du divorce, et restaure son accès financier complet. Cela n'arrivera pas, ai-je dit fermement. Dans ce cas, ma cliente demande une pension alimentaire de 5 000 € par mois, jusqu'à ce qu'elle puisse se réinsérer professionnellement, plus la moitié de la valeur du domicile conjugal. Rodrigo a souri. Position intéressante. Voyons si vous la maintenez. Après avoir dit cela, il a placé un dossier sur la table. Ce dossier contient des preuves supplémentaires, de l'infidélité de votre cliente. Il comprend des messages textes, où elle admet connaître la situation matrimoniale de Monsieur Ricardo Mendoza, des messages où elle se moque de mon client. Et des conversations où elle prévoit explicitement d'utiliser le mariage comme couverture financière, tout en maintenant sa liaison. Mauricio a ouvert le dossier. Son expression a changé au fur et à mesure qu'il lisait. Lorena a pâli. Où avez-vous obtenu cela, a demandé Mauricio. D'une source fiable. Tout cela est recevable devant un tribunal. Et il y a plus. Nous avons des journaux d'appel, plus de photos, et même des enregistrements de conversations. Si cela va jusqu'au procès, cela va être très public, et très humiliant pour votre cliente. Lena m'a regardé avec des yeux suppliants.
Sébastien, s'il te plaît. Alors, a poursuivi Rodrigo, voici notre proposition. Madame Léna signe un accord, dans lequel elle renonce à toute réclamation sur la maison, à toute pension alimentaire, et à tout actif au nom de mon client. En retour, mon client ne rendra pas ses preuves publiques, et traitera le divorce discrètement. Vous avez 24 heures pour vous décider. Mauricio a fermé le dossier. Je dois parler avec ma cliente en privé. Bien sûr, vous pouvez utiliser la salle de conférence, au bout du couloir. Quand ils sont partis, je me suis adossé à ma chaise. Pensez-vous qu'elle va signer? Elle n'a pas le choix. Si ça va jusqu'au procès, non seulement elle perdra financièrement, mais sa réputation sera détruite. Ses amis, sa famille, tout le monde saura exactement quel genre de personne elle est. 30 minutes plus tard, ils sont revenus. Les yeux de Léna étaient rouges. Mauricio avait l'air résigné. Ma cliente accepte les termes, à une condition, que la procédure de divorce soit finalisée en moins de 6 mois. Nous pouvons arranger cela, a déclaré Rodrigo. S'il n'y a pas de litige, nous pouvons faire finaliser le divorce en 90 jours. Mauricio a hoché la tête. Alors, nous avons un accord. Léna m'a regardé une dernière fois. Est-ce vraiment ce que tu veux? Oui. Après tout ce que nous avons traversé, c'est comme ça que ça se termine. Tu as décidé de la façon dont ça allait se terminer, quand tu as choisi Ricardo, plutôt que moi. Elle a signé les papiers avec des mains tremblantes. Chaque signature semblait la blesser physiquement. Quand elle eut terminé, Mauricio a pris les documents, et ils sont partis sans un mot de plus. Je suis resté assis dans le bureau de Rodrigo, à regarder les papiers signés. Après 10 ans, mon mariage s'était officiellement terminé, dans une salle de conférence stérile, avec une signature sur une ligne pointillée. Comment vous sentez-vous? A demandé Rodrigo. Vide, ai-je admis, mais aussi soulagé. C'est normal. Laissez-lui du temps. Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'était de vous protéger, vous et votre avenir. Vous avez pris le contrôle de la situation, au lieu d'être la victime. Ce soir-là, quand je suis rentré, Léna était partie. Elle avait fait ses affaires et avait quitté la maison. La maison semblait étrangement silencieuse. Plus de musique constante provenant de ses émissions de télévision, plus l'odeur de ses parfums coûteux, juste le silence. Je suis monté dans notre chambre, qui n'était plus que la mienne. Sur le lit, il y avait un mot. Sébastien, je sais que cela ne signifie plus rien maintenant, mais je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir fait défaut. Je suis désolé de t'avoir blessé. Je suis désolé de ne pas avoir été la femme que tu méritais. Je voudrais pouvoir remonter le temps. Et faire les choses différemment. Mais comme je ne peux pas, je veux juste que tu saches que les premières années étaient vraies. Je t'ai aimé. Peut-être que je t'aime encore, mais je comprends pourquoi tu ne peux plus m'aimer. Prends soin de toi, Léna. J'ai froissé le mot, et je l'ai jeté à la poubelle. Ces mots sonnaient bien, mais ils n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. J'avais vu son vrai visage. J'avais lu ses messages se moquant de moi. J'avais vu les photos de sa trahison. L'amour que j'avais autrefois ressenti pour elle, était mort. Et, avec son départ, je refermais ce chapitre de ma vie pour toujours. Les premières semaines après le départ de Léna, ont été étranges. La maison semblait trop grande, trop calme. Je me surprenais à préparer du café pour 2 le matin, avant de me rappeler que j'étais seul. Je voyais quelque chose de drôle à la télévision, et je me retournais pour le partager avec quelqu'un, qui n'était plus là. Mais quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Plus je passais de temps sans Lorena, plus je pouvais voir clairement, à quel point notre relation était devenue toxique. Pas seulement au cours des derniers mois, mais progressivement, au fil des années. J'avais normalisé son mépris, ses exigences, et son absence totale de contribution à notre mariage. Carolina, mon assistante, a été la première à remarquer le changement en moi. Monsieur Sébastien, vous avez l'air différent, a-t-elle commenté un après-midi, pendant que nous examinions des plans. Différent comment? Plus léger, comme si vous aviez arrêté de porter quelque chose de lourd. Elle avait raison. Sans la pression constante de devoir garder Lorena heureuse, de financer son mode de vie insatiable, et de marcher sur des œufs dans ma propre maison, je pouvais enfin respirer. 2 semaines après que Léna a signé les papiers, Rodrigo m'a appelé avec des nouvelles. Sébastien,
j'ai besoin que vous veniez au bureau. Quelque chose a surgi. Je suis arrivé 1 heure plus tard. Dans la salle de conférence, Rodrigo m'attendait avec une femme, que je ne reconnaissais pas. Elle était mince, avec des cheveux bruns, et habillée de façon professionnelle. Sébastien, voici Silvia Mendoza, la femme de Ricardo. Nous nous sommes serrés la main. Sa poignée de main était ferme, déterminée. Merci de me rencontrer, a dit Silvia. Je voulais vous rencontrer en personne. S'est-il passé quelque chose? J'ai signifié les papiers du divorce à Ricardo, il y a 3 jours. J'ai utilisé toutes les preuves que nous avons partagées. Sa réaction a été, eh bien, dramatique. Il a essayé de tout nier. Puis il a essayé de minimiser la chose. Finalement, quand je lui ai montré les photos, les messages, tout, il s'est complètement effondré. Il m'a supplié de reconsidérer, de penser aux enfants, les arguments habituels. Et que lui avez-vous dit? Je lui ai dit la même chose que ce que vous avez dit à Lena, qu'il était trop tard, et qu'il avait fait son choix, à chaque fois qu'il mettait les pieds dans cet hôtel. J'ai ressenti une étrange camaraderie avec cette femme, qui avait été trahie de la même manière que moi. Y a-t-il autre chose? Oui, a poursuivi Silvia. Ricardo est ruiné financièrement. Il s'avère qu'il dépensait l'argent des restaurants, pour entretenir ses maîtresses. Il avait contracté des prêts, adossés à l'entreprise. Quand mon avocat a vérifié les comptes, nous avons découvert un désastre. L'entreprise est endettée jusqu'au cou. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que je vais me retrouver avec la moitié de rien. Mais cela signifie aussi, que Ricardo n'a aucun moyen de s'en remettre. Il va tout perdre. Les restaurants, la maison, sa réputation, et ses maîtresses vont découvrir que l'homme riche qui les impressionnait est fauché. Y compris Lorena. Silvia a souri froidement. Surtout Lorena. En fait, c'est en partie pour cela que je voulais vous voir. Ricardo a essayé de contacter Lena, après que je lui ai signifié les papiers. Elle ne lui a pas répondu, alors il est allé la trouver. Où vit-elle? Chez sa mère. Selon mes sources, Ricardo s'y est présenté hier soir. Il a fait un scandale. La mère de Lorena a dû appeler la police. Est-ce que Lorena va bien? Physiquement, oui. Ricardo n'est pas violent. Il est juste pathétique. Mais la scène était suffisamment publique, pour que tous les voisins la voient. Et dans un quartier comme celui-là, les nouvelles vont vite. J'ai été surpris de ressentir une pointe d'inquiétude pour Lena. Malgré tout, les vieilles habitudes ont la vie dure. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je veux que vous sachiez que Ricardo est désespéré, et que les hommes désespérés font des choses stupides. S'il essaie de vous contacter, ne vous en mêlez pas. Il n'y a rien à y gagner. Elle avait raison. Merci pour l'avertissement. Il y a encore une chose. Les autres femmes, Patricia et Daniela, ont également reçu la visite de Ricardo. Il fait une tournée de désespoir, pour voir si l'une de ses maîtresses peut le renflouer financièrement. J'ai pensé que vous aimeriez savoir. Que Lorena n'a pas été la première qu'il est allé voir. Elle était la 3e. Cette information m'a blessé d'une manière étrange. Même dans son désespoir, Ricardo avait donné la priorité aux autres, plutôt qu'à Lorena. La femme pour laquelle elle avait ruiné notre mariage, n'était même pas considérée comme assez importante, pour qu'il aille la chercher en premier. Ce soir-là, seul à la maison, j'ai reçu l'appel que Silvia avait prédit. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, Sébastien, c'est Ricardo Mendoza. Sa voix semblait rauque, désespérée. Comment avez-vous eu mon numéro? Ça n'a pas d'importance. J'ai besoin de vous parler de Lena. Je n'ai rien à vous dire. S'il vous plaît, écoutez juste pendant 5 minutes. Contre mon bon sens, je n'ai pas raccroché. J'ai fait des erreurs. D'énormes erreurs, a commencé Ricardo. Mais Lena m'a poursuivi. C'est elle qui a tout initié. C'est elle qui a été agressive. Vous m'appelez pour blâmer ma femme, de votre liaison? Ex-femme. Non. J'ai entendu dire qu'elle avait déjà signé les papiers. Que voulez-vous, Ricardo? Je veux que vous parliez à Silvia. Dites-lui de retirer sa demande de divorce. Si elle continue, je vais tout perdre. Les restaurants, ma maison, tout.
Son audace m'a laissé sans voix. Pourquoi ferais-je cela? Parce que Léna va avoir besoin d'argent. Sans moi, qui va prendre soin d'elle? Ce n'est plus mon problème. Et ce n'est certainement pas ma responsabilité, de m'assurer que vous puissiez entretenir votre maîtresse. Elle n'est pas juste ma maîtresse. Je l'aime. Vous l'aimez. Laquelle des trois? Silence à l'autre bout du fil. Oui, je sais pour Patricia et Daniela. Et je sais que Lorena était la troisième sur votre liste, quand vous avez commencé à chercher des renflouements financiers. Alors, ne me parlez pas d'amour. D'accord, peut-être que je les aime toutes les trois. L'amour n'est pas tout blanc ou tout noir. Non, mais la trahison l'est. Et vous avez trahi votre femme, vos enfants, et vous avez aidé ma femme à me trahir. Je ne vous dois rien. Sébastien, s'il vous plaît. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro, mais l'appel m'avait laissé perturbé. Le fait que Ricardo soit assez désespéré pour me contacter, signifiait qu'il était vraiment dans de beaux draps. 2 jours plus tard, les rumeurs ont commencé. D'abord, ce fut un article dans le journal local, sur les problèmes financiers de la chaîne de restaurants de Ricardo. Ensuite, un blog de potin a publié des informations sur son divorce, et sur ses multiples maîtresses. À la fin du week-end, l'histoire avait explosé. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des numéros inconnus, des journalistes à la recherche de commentaires. Je n'ai répondu à aucun. J'avais donné pour instruction à Rodrigo, de gérer tout contact avec la presse. Le lundi matin, Carolina est entrée dans mon bureau, avec une expression inquiète. « Monsieur Sébastien, il y a une femme à la réception. Elle dit qu'elle doit vous parler d'urgence. » Qui est-ce? Elle n'a pas donné son nom, mais, eh bien, elle ressemble à la photo de votre ex-femme que j'ai vue sur votre bureau. Mon cœur s'est emballé. Dites-lui que je ne suis pas disponible. C'est déjà fait. Elle dit qu'elle ne partira pas, avant de vous avoir parlé. Je suis descendu à la réception. Lorena se tenait là, près des fenêtres. Elle avait l'air terrible. Ses cheveux, normalement parfaits, étaient ébouriffés. Elle portait un jean et un t-shirt simple. Des vêtements que je ne l'avais jamais vue porter. Pas de maquillage, et des cernes prononcées. Lorena, tu ne devrais pas être ici. Elle s'est retournée. Ses yeux étaient désespérés. Sébastien, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Nous n'avons rien à nous dire. S'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai regardé autour de moi. Plusieurs employés nous observaient curieusement. D'accord, mais pas ici. Je l'ai emmené dans une salle de conférence vide, au 2e étage. J'ai fermé la porte, mais j'ai laissé les stores ouverts. Que veux-tu? J'ai vu les nouvelles concernant Ricardo. Je ne savais rien de ses problèmes financiers. Il m'avait dit qu'il avait du succès. Il t'a probablement raconté beaucoup de mensonges. Il m'a menti sur tout, sur le fait de quitter sa femme, sur le fait que j'étais spécial, sur les autres femmes. Je suis désolé qu'il t'ait menti, mais ce n'est pas mon problème. Sébastien, j'ai fait une terrible erreur. La pire erreur de ma vie. Je t'ai détruit. J'ai détruit notre mariage, et tout ça pour un homme, qui s'est avéré n'être qu'un mensonge complet. Es-tu venu ici pour susciter la pitié? Je suis venu parce que je n'ai personne d'autre. Ma mère est furieuse contre moi. Mes amies ont arrêté de me parler, quand elles ont découvert la vérité. Je n'ai pas d'argent, pas de travail. Je n'ai rien. Encore une fois, ce n'est pas mon problème. Je sais. Je sais. Et je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, mais je suis désespéré. Sébastien, que veux-tu exactement? J'ai besoin d'argent, juste pour survivre jusqu'à ce que je trouve un travail, quelque chose, n'importe quoi. Je te donne 1 000 € par mois, conformément à l'accord. Ce n'est suffisant pour rien. Le loyer, là où je vis avec ma mère, est de 800 €. Alors trouve un endroit moins cher, ou mieux encore, trouve un travail. J'essaie, mais personne ne veut m'embaucher. Dès qu'ils voient que j'ai un vide de 5 ans dans mon expérience professionnelle, je perds toute chance. Tu aurais dû y penser. Léna a commencé à pleurer. S'il te plaît, Sébastien. Pas pour moi. Pour les bonnes années que nous avons eues, pour ce que nous représentions l'un pour l'autre autrefois. Ces années remontent à loin,
et apparemment, elles ne signifiaient pas grand-chose, si tu étais prête à les gâcher pour Ricardo. Je sais que tu as raison, mais je t'en supplie. J'ai juste besoin d'aide pour me remettre sur pied. Je l'ai regardé. Une partie de moi, la partie qu'il avait aimée pendant 10 ans, voulait l'aider. Mais une partie plus forte, la partie qui avait lu ses messages se moquant de moi, qui avait vu les photos avec Ricardo, qui se souvenait de chaque humiliation, et restait ferme. Non, je ne vais pas te donner plus d'argent. Je ne vais pas être ta bouée de sauvetage. Tu as fait tes choix. Maintenant, vis avec les conséquences. Sébastien, s'il te plaît. La conversation est terminée. Tu dois partir. Tout de suite, Léna, ou j'appelle la sécurité. Elle s'est levée lentement, en essuyant ses larmes. Un jour, tu le regretteras. J'en doute. Elle est sortie de la salle de conférence. Je l'ai regardée marcher vers l'ascenseur, les épaules voûtées, vaincue. Pendant un instant, juste un instant, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la pitié, mais ensuite, je me suis souvenu de son rire, quand elle m'a dit de me servir de ma main. Je me suis souvenu des messages, me qualifiant de prévisible et d'ennuyeux. Je me suis souvenu de 6 mois de trahison délibérée, et la pitié s'est évaporée. Les mois qui ont suivi, ont été une période de transformation. Avec le divorce officiellement en cours, et Lorena hors de ma vie, j'ai commencé à me reconstruire. Ce ne fut pas facile. Il y a eu des nuits où la solitude me consumait, où je me demandais si j'avais été trop dur, si j'aurais dû lui donner une seconde chance. Mais alors, Rodrigo m'appelait avec des mises à jour, qui renforçaient ma décision. Lorena a essayé de retarder le processus, en invoquant une détresse émotionnelle, m'a-t-il informé un après-midi. Son avocat a fait valoir qu'elle avait besoin de plus de temps, pour se remettre psychologiquement du traumatisme du divorce. Un traumatisme ? Elle a causé tout cela. Je sais. Le juge le sait aussi. Il a rejeté la requête. Le divorce sera finalisé selon le calendrier prévu. Pendant ce temps, la saga de Ricardo Mendoza a continué à se dérouler publiquement. Ses restaurants ont fermé les uns après les autres. La maison familiale a été saisie. Sylvia a obtenu la garde exclusive des enfants, et une ordonnance restrictive, après que Ricardo a essayé de la confronter violemment. Les 3 maîtresses de Ricardo ont également subi des conséquences sociales. Patricia, qui s'est avérée être la fille d'un politicien local, a été exposée publiquement. Son père l'a renié lors d'une conférence de presse. Daniela, une influenceuse sur les réseaux sociaux, a perdu tous ses parrainages, lorsque son implication avec un homme marié a été révélée. Et Lorena. Eh bien, son nom a été traîné dans la boue dans toute la ville. C'est Carolina qui m'a montré l'article. Un blog local de Potin avait publié un profil détaillé des 3 femmes, impliquées avec Ricardo. Il incluait d'anciennes photos de leurs réseaux sociaux, des détails sur leur vie, et, le plus dommageable, des captures d'écran de messages où les 3 se moquaient de Sylvia. Je ne sais pas si vous voulez le lire, a dit prudemment Carolina. C'est assez brutal pour elle. Je l'ai lu quand même. L'article dépeignait Léna comme une croqueuse de diamants sans talent, qui avait abandonné toute ambition professionnelle, pour vivre de l'argent de son mari, tout en le trompant avec un homme marié. Ce n'était pas un mensonge, mais le voir écrit de façon aussi crue, m'a mis mal à l'aise. Les commentaires étaient pires. Des centaines de personnes, qui ne connaissaient pas Léna personnellement, la jugeaient, l'insultaient, détruisant sa réputation à chaque mot. Une partie de moi s'est sentie vengée, mais une autre partie, celle qui se souvenait de la fille brillante que j'avais rencontrée à l'université, a ressenti une profonde tristesse. 3 mois après que Lorena a signé les papiers, le divorce a été finalisé. Rodrigo m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. C'est officiel. Vous n'êtes plus mariés. J'aurais dû me sentir soulagé, heureux même, mais je me sentais juste vide. Ce soir-là, je me suis assis seul dans ma maison, avec un verre de vin, regardant mon certificat de divorce. 10 ans réduit à un document légal de 2 pages. Tout l'amour, les rêves partagés, les projets d'avenir, tout était officiellement effacé. Mon téléphone a vibré. C'était un message d'un numéro inconnu. Sébastien, c'est Lorena. Je sais que tu as bloqué mon ancien numéro. Je veux juste que tu saches que j'ai trouvé un travail. C'est dans un café, mais c'est quelque chose. J'essaie de reconstruire ma vie. Je ne m'attends pas à ce que tu t'en soucies.
Mais je voulais que tu le saches. Je veux aussi m'excuser, pour de vrai cette fois. Pas pour ce que j'ai perdu, mais pour t'avoir blessé. Tu étais un bon mari, et tu ne méritais pas ça. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te valorise, comme j'aurais dû le faire. Prends soin de toi. J'ai lu le message plusieurs fois. Il semblait sincère, différent de ses supplications précédentes, mais j'avais appris à ne pas faire confiance aux mots de Lena. Les mots étaient faciles. Ce qui comptait, c'étaient les actes. Je n'ai pas répondu. J'ai aussi bloqué le nouveau numéro. 2 semaines plus tard, Carolina est entrée dans mon bureau avec une expression étrange. Monsieur Sébastien, il y a quelqu'un ici pour vous voir. Elle dit que c'est important. Qui? Sylvia Mendoza. Sylvia est entrée quelques instants plus tard. Elle avait l'air différente de la dernière fois que je l'avais vue, plus détendue, avec un sourire sincère. Sébastien, j'espère que je ne vous dérange pas, pas du tout. Que puis-je faire pour vous? Je voulais vous informer de la situation avec Ricardo. Le divorce a été finalisé la semaine dernière, et j'ai des informations qui, je pense, vous intéresseront. Elle s'est assise et a sorti son téléphone. Ricardo a essayé de déclarer faillite, mais mes avocats ont découvert qu'il cachait des actifs. Il a un compte aux îles Caïmans avec environ 200 000 euros. Qu'il n'a jamais déclaré. De l'argent qui était soi-disant destiné à l'expansion des restaurants. Mais qu'il a détourné pour son usage personnel. Vont-ils le récupérer? Nous l'avons déjà récupéré. Le juge a ordonné qu'il soit divisé, entre les dettes des restaurants et mon règlement de divorce. Ricardo est furieux, mais il ne peut rien y faire. Je suis heureux que vous ayez obtenu justice. Ce n'est pas tout. Une partie de cet argent, environ 50 000 euros, a été dépensée en cadeaux pour ses maîtresses. Des bijoux, des voyages, des vêtements de marque. Mon avocat a fait valoir que cet argent avait été volé au ménage. Le juge a été d'accord. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Ricardo devra récupérer ses cadeaux, ou payer leur valeur. Et devinez qui a reçu le plus de cadeaux? Lena. Exactement. 23 000 euros de cadeaux sur 6 mois. Un collier en diamant à 8 000 euros. Un sac à main à 5 000 euros. Des chaussures de créateur, des vêtements, tout. Ricardo lui a déjà envoyé une lettre, exigeant qu'elle rende tout, ou qu'elle en paie la valeur en espèces. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Elle n'a pas cet argent. Je sais, ce qui signifie que Ricardo peut la poursuivre en justice. Et honnêtement, après avoir vu comment elle et les autres se moquaient de moi dans ses messages, j'espère qu'il le fera. C'est une justice poétique. C'est vrai. Mais je suis venu parce que je voulais vous remercier personnellement. Sans les preuves que vous avez partagées, je n'aurais jamais pu monter un dossier aussi solide. Ricardo aurait trouvé des moyens de cacher plus d'argent. Pour manipuler le système. Vous m'avez aidé à obtenir ce que je méritais. Vous m'avez aidé, vous aussi. Les messages que vous avez fournis, ont scellé mon dossier. Alors, nous sommes quittes. Elle s'est levée pour partir, mais s'est arrêtée à la porte. Encore une chose. Avez-vous parlé à Lena récemment? Elle m'a envoyé un message il y a quelques semaines. Je l'ai ignoré. Sage décision. Elle travaille dans un café, près du centre-ville. Je l'y ai vue il y a quelques jours. Elle avait l'air, eh bien, différente, humble, brisée. Ressentez-vous de la pitié pour elle? Non. Mais je ne tire aucune satisfaction de sa souffrance, non plus. Je ressens juste. Je ne sais pas. De l'indifférence. Je suppose qu'elle n'est plus mon problème, ni le vôtre. Après le départ de Sylvia, j'ai repensé à ces mots. L'indifférence. C'était exactement ce que je ressentais maintenant, pour Lena. Pas de haine, pas d'amour, juste une absence totale d'émotion. C'était étrange de voir comment quelqu'un, qui était autrefois le centre de mon monde, n'était maintenant rien de plus qu'une pensée passagère. Un mois plus tard, j'étais dans un café du centre-ville, en attendant une réunion d'affaires, quand je l'ai vue. Lena était derrière le comptoir, portant un tablier et une simple queue de cheval, prenant les commandes de clients impatients. Nos regards se sont croisés brièvement. J'ai vu de la surprise dans le sien, puis de la honte. Je me suis approché du comptoir, quand ce fut mon tour. « Bonjour, Sébastien »
a-t-elle dit à voix basse. Léna. Que puis-je vous servir? Un americano, s'il vous plaît. Ses mains tremblaient légèrement, pendant qu'elle préparait la commande. Comment vas-tu? Bien. Et toi? Je survis. Ce travail n'est pas grand-chose, mais c'est honnête. J'ai payé et j'ai pris mon café. Pendant un instant, nous nous sommes regardés sans rien dire. Il y avait tellement de choses que j'aurais pu dire, tellement de mots non dits entre nous. Mais, à la fin, j'ai juste dit, prends soin de toi, Léna. Toi aussi. Je suis sorti du café, sans me retourner. Et, pour la première fois depuis que tout avait commencé, j'ai ressenti une paix véritable. Pas de satisfaction face à sa chute. Pas de sentiment de vengeance, juste de la paix. Ce soir-là, je dînais seul, quand j'ai reçu un courriel de Rodrigo. Je pensais que vous aimeriez le savoir. Ricardo Mendoza a intenté une action en justice contre Léna, pour la valeur des cadeaux. Elle n'a aucun moyen de payer. Elle finira probablement en faillite. J'ai fermé le courriel sans y répondre. La saga de Léna et Ricardo n'était plus mon histoire. J'étais passé à autre chose. 2 semaines plus tard, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Andrea. Elle était architecte. Elle avait son propre cabinet, et un rire contagieux. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence de notre secteur. Elle ne ressemblait à Léna en rien. Elle était indépendante, réussissait par elle-même, et, plus important encore, elle était honnête. Notre premier rendez-vous a été simple, un café et une conversation. Je lui ai parlé de mon divorce, sans entrer dans les détails sordides. Elle m'a parlé de sa propre relation ratée, il y a des années. As-tu peur de faire confiance à nouveau, m'a-t-elle demandé. Terrifié, ai-je admis. Mais je sais aussi, que tout le monde n'est pas comme mon ex-femme. Nous ne le sommes pas, a-t-elle souri. Et si ça peut t'aider, j'ai mes cicatrices, moi aussi. Mais nous ne pouvons pas laisser le passé, nous voler notre avenir. Elle avait raison. Et, alors que nous marchions ce soir-là, parlant d'architecture, d'ingénierie, de nos rêves et de nos objectifs, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De l'espoir. Le chapitre avec Léna était clos. Il avait été douloureux, humiliant, dévastateur. Mais il m'avait aussi appris de précieuses leçons sur ma propre valeur, sur l'établissement de limites, et sur le fait de ne pas accepter moins que ce que je méritais. Et maintenant, enfin, j'étais prêt à écrire un nouveau chapitre. 6 mois après mon premier rendez-vous avec Andrea, ma vie avait complètement changé. La relation s'épanouissait d'une manière que je n'avais jamais connue avec Léna. Andrea était mon égal dans tous les sens du terme. Nous partagions les frais lors de nos rendez-vous. Elle insistait pour payer sa part. Quand elle travaillait tard, elle ne s'attendait pas à ce que je laisse tout tomber, pour m'occuper d'elle. Quand j'avais un projet exigeant, elle me soutenait sans ressentiment. Tu sais ce que j'aime le plus chez nous, m'a-t-elle dit un soir, alors que nous dînions chez moi. C'est que nous sommes 2 personnes entières qui choisissent d'être ensemble, pas 2 moitiés qui cherchent à être complétées. Elle avait tout à fait raison. Avec Léna, j'ai toujours eu l'impression que je devais être son pourvoyeur, son divertissement, sa solution à tout. Avec Andrea, j'étais simplement son partenaire. Un samedi après-midi, pendant qu'Andrea et moi faisions nos courses au supermarché, je l'ai vue. Léna était dans le rayon des conserves, comparant les prix avec un bout de papier à la main. Elle portait des vêtements simples, sans marque, les cheveux attachés en une queue de cheval négligée. Elle avait l'air fatiguée. Andrea a remarqué ma distraction. C'est quelqu'un que tu connais. Mon ex-femme. Tu veux qu'on parte? Non, ça ne me fait plus rien de la voir. À cet instant, Léna a levé les yeux et nous a vus. Je l'ai vu réaliser notre présence. Remarquez comment Andrea avait sa main sur mon bras. Naturellement, la façon dont nous sourions ensemble. Quelque chose a traversé son visage. Peut-être du regret, mais elle a rapidement détourné le regard, et a continué ses courses. C'est elle qui t'a trompé, a dit doucement Andrea. Ce n'était pas une question. Oui, elle a l'air différente de ce que j'imaginais. Plus, je ne sais pas, humaine. Les conséquences ont le don d'humaniser les gens. Nous ne l'avons pas approchée. Il n'y en avait pas besoin. Ce chapitre était clos. Nous avons payé nos courses et sommes partis.
Et je n'ai plus repensé à Lorena, pour le reste de la journée. Une semaine plus tard, Carolina m'a informé qu'il y avait une lettre recommandée pour moi. Elle venait de Mauricio Tave, l'avocat de Lorena. Cher monsieur Sébastien, je vous écris au nom de ma cliente, Lorena Castro, pour vous informer qu'elle a déposé le bilan, chapitre 7. Dans le cadre de la procédure, il vous est demandé de fournir des documents sur tous les biens partagés, pendant le mariage. Veuillez contacter mon cabinet. À votre convenance. Je l'ai envoyé à Rodrigo. Sa réponse a été rapide. C'est une procédure standard. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez plus aucune obligation financière envers elle. La faillite est son problème, pas le vôtre. 2 jours plus tard, j'ai reçu une autre communication inattendue. Un message Instagram, d'un compte que je ne reconnaissais pas. Quand je l'ai ouvert, j'ai découvert que c'était Patricia, l'une des autres maîtresses de Ricardo. Je sais que c'est bizarre, mais j'avais besoin de vous contacter. Sylvia m'a donné vos coordonnées. Lena m'a contacté la semaine dernière, pour me demander de l'argent. Elle a dit que vous refusiez de l'aider, et qu'elle n'avait personne d'autre. Je voulais juste que vous sachiez qu'elle essaie de manipuler les gens en utilisant sa situation. Je ne lui ai rien donné, mais j'ai pensé que vous deviez être prévenu. J'ai répondu, en la remerciant pour l'information, et j'ai immédiatement bloqué tout moyen par lequel Lena pourrait me contacter. Je n'allais pas la laisser ramener son drame dans ma vie. Andrea a remarqué ma tension, ce soir-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai parlé du message. Elle doit être désespérée, a dit Andrea, pensive. Mais ce n'est pas ta responsabilité. Je sais. Ça m'ennuie juste, qu'elle continue d'essayer de m'impliquer d'une manière ou d'une autre. C'est parce que pendant 10 ans, tu as été sa solution à tout. Ça va prendre du temps, avant qu'elle n'accepte qu'elle ne peut plus se tourner vers toi. En octobre, 1 an après avoir confronté Lorena, Andrea et moi avons décidé d'emménager ensemble. Pas dans ma maison, où tant de choses douloureuses s'étaient passées, mais dans un nouvel appartement en centre-ville, un espace qui serait le nôtre, sans les fantômes du passé. Le jour du déménagement, en emballant les dernières affaires de ma maison, j'ai trouvé une boîte au fond du placard. À l'intérieur se trouvaient des photos de Lena et moi, pendant les premières années, des voyages, des anniversaires, des moments heureux que j'avais oubliés. Pendant un instant, j'ai ressenti de la nostalgie pour cette époque, où tout semblait possible. Andrea est entrée dans la pièce. Qu'est-ce que tu as trouvé? Je lui ai montré les photos. Elle les a regardées en silence. Vous aviez l'air heureux, a-t-elle finalement dit. Je pensais que nous l'étions. Peut-être que vous l'avez été, pendant un temps. Les gens changent. Les circonstances changent. Penses-tu que j'ai été trop dur avec elle? Andrea m'a regardé directement. Je ne le pense pas. Je pense que tu as établi des limites, qui auraient dû exister depuis des années. Elle a fait des choix, en connaissant les conséquences. Tu n'as fait que les appliquer. Parfois, je me demande si les choses auraient été différentes, si j'avais été plus présent, moins concentré sur le travail. Sébastien, tu ne peux pas te blâmer pour ses choix. Elle aurait pu te parler de ses besoins. Elle aurait pu suggérer une thérapie de couple. Elle aurait pu faire 1000 choses différentes, avant de choisir la trahison. Ce qui s'est passé n'était pas de ta faute. Ces mots m'ont libéré d'une culpabilité, que je ne savais même pas que je portais. Merci, ai-je dit, en la serrant dans mes bras. Qu'est-ce que tu vas faire des photos? Je les ai regardées une dernière fois. Les garder, pas pour les chérir, juste comme un rappel qu'il y a eu de bons moments, aussi. Que tout n'était pas mauvais. En décembre, j'ai reçu une invitation inattendue. Sylvia Mendoza se remariait, et elle voulait qu'Andrea et moi assistions au mariage. Un mariage, a ri Andrea quand je le lui ai dit. Tu as envie d'y aller? Honnêtement, oui. Sylvia est devenue une alliée inattendue, pendant tout cela. J'aimerais célébrer son nouveau départ. Le mariage était magnifique. Sylvia a épousé un professeur d'université, un homme calme et gentil, qui la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Pendant la réception, Sylvia est venue à notre table. Merci d'être venue, a-t-elle dit, en nous serrant tous les deux dans ses bras. Ça compte beaucoup pour moi. Vous avez l'air heureuse, lui ai-je dit. Je le suis. J'ai enfin trouvé quelqu'un, qui m'apprécie pour ce que je suis, pas pour ce que je peux fournir,
ou tolérer. Avez-vous eu des nouvelles de Ricardo? Rien de direct. J'ai entendu dire qu'il vivait dans un petit appartement, travaillant dans la vente de je ne sais quoi. Son nom a été tellement sali, qu'aucun de ses anciens contacts ne veut être associé à lui. Et les femmes? Patricia s'est mariée avec quelqu'un de son cercle social. Daniela a déménagé dans une autre ville, essayant de reconstruire sa marque en ligne. Et Lorena, eh bien, je suppose que vous en savez plus sur elle que moi. Je ne sais rien. J'ai coupé tout contact. Probablement pour le mieux. J'ai entendu dire qu'elle suit une thérapie, qu'elle cumule 2 emplois, et qu'elle essaie de payer ses dettes. Au moins, elle fait l'effort de reconstruire sa vie. Honnêtement, cette information m'a procuré une étrange satisfaction. Non pas parce que je voulais la voir souffrir, mais parce qu'elle faisait enfin face à la réalité, qu'elle travaillait, et qu'elle devenait responsable d'elle-même. En février, exactement 18 mois après avoir dit à Lena de gagner son propre argent, Andrea et moi nous sommes fiancés. C'était simple, sans faste ni circonstance. Nous dînions à la maison, quand j'ai sorti la bague. Je ne veux pas d'un grand mariage, lui ai-je dit. Je ne veux pas de drame, ni de dépenses excessives. Je veux juste te promettre que je serai ton partenaire, ton égal pour le reste de ma vie. C'est tout ce que je veux, moi aussi, a-t-elle répondu, les larmes aux yeux. Nous avons prévu un petit mariage pour l'été. Juste la famille proche, et les amis intimes. Aucune ostentation, aucune tentative d'impressionner qui que ce soit, juste une véritable célébration de notre amour. Un après-midi de printemps, alors qu'Andrea et moi choisissions les fleurs pour le mariage, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais cette fois, j'ai répondu. Sébastien. La voix était celle de Lorena, mais elle sonnait différemment, plus mature, moins désespérée. Lorena, je sais que je t'ai demandé de ne plus me contacter, et je respecte cela, mais j'ai vu que tu allais te marier. J'ai vu l'annonce dans le journal, et je voulais juste. Eh bien, je voulais te souhaiter le meilleur. Merci. Je voulais aussi m'excuser, pour de vrai, cette fois. Non pas parce que j'attends quoi que ce soit de ta part, mais parce que j'ai passé l'année dernière en thérapie, à comprendre les dégâts que j'ai causés, non seulement à toi, mais aussi à moi-même. Tu méritais tellement plus que ce que je t'ai donné. Je suis profondément désolé, de ne pas avoir été la personne dont tu avais besoin. J'apprécie cela. Ta nouvelle fiancée, c'est Andrea, n'est-ce pas? Elle a l'air d'être une bonne personne, d'après ce que j'ai pu voir sur les photos. Elle l'est. Je suis contente. Vraiment, tu mérites d'être heureux, Sébastien, bien plus que je n'aurais jamais pu te rendre. Lena, j'espère que tu trouveras ton bonheur, toi aussi. Vraiment. J'y travaille. 2 emplois, maintenant. Je rembourse mes dettes, je reconstruis ma vie. C'est dur, mais c'est honnête. Pour la première fois depuis des années, je me sens comme une vraie personne, et non plus comme un ornement dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est une bonne chose à entendre. Je ne te contacterai plus. J'avais juste besoin de te dire ça. Au revoir, Sébastien, et merci de... Eh bien, de ne pas m'avoir complètement détruite, alors que tu aurais pu le faire. Au revoir, Lena. J'ai raccroché et j'ai fixé le téléphone pendant un instant. Andrea s'est approchée. Tu vas bien? Oui, je pense que nous avons enfin, tous les deux, tourné la page. Le jour de mon mariage avec Andrea a été parfait, simple, intime, et rempli d'un amour véritable. En échangeant nos vœux, j'ai pensé à quel point c'était différent de mon mariage avec Lena. Ici, il n'y avait ni promesses vides, ni attentes irréalistes, juste 2 personnes qui se choisissaient consciemment, jour après jour. Pendant le toast, mon meilleur ami, Marco, a parlé des secondes chances et des nouveaux départs. Parfois, a-t-il dit, les choses doivent se briser complètement, pour que nous puissions reconstruire quelque chose de plus fort. Il avait raison. Mon mariage avec Lena devait être complètement détruit, pour que je puisse trouver quelque chose de vrai, avec Andrea. Cette nuit-là, alors qu'Andrea et moi dansions sur notre première chanson en tant que mari et femme, j'ai ressenti une profonde gratitude, non seulement pour l'avoir trouvée, mais aussi pour avoir eu la force de m'éloigner d'une situation toxique, d'établir des limites. Et de ne pas accepter moins que ce que je méritais. L'histoire avec Lena avait été douloureuse, humiliante, dévastatrice.
Mais elle m'avait aussi enseigné des leçons inestimables sur l'estime de soi, sur la différence entre être généreux et être un facilitateur de mauvais comportements, et sur l'importance d'être valorisé, et pas seulement d'être utile. Et maintenant, en regardant dans les yeux d'Andrea, je savais avec certitude que j'avais pris les bonnes décisions. J'avais choisi ma dignité, plutôt que le confort. J'avais choisi l'honnêteté, plutôt que des mensonges commodes. J'avais choisi un avenir sain, plutôt qu'un passé toxique. Les conséquences que j'avais imposées n'étaient pas une vengeance. C'était la justice. Et cette justice m'avait libéré, pour construire quelque chose de vraiment magnifique. Que pensez-vous de cette histoire? Sébastien et Sylvia ont-ils eu raison de défendre leurs limites? Pensez-vous que Léna a eu ce qu'elle méritait, ou était-ce trop sévère?